Quatrième volet donc de ce panorama anglais, et nous étions restés sur des images bien tristes malheureusement, puisque l'Amérique entière pleure Janis, Jim Morrison, Hendrix dans le désordre. L'Angleterre se remet toujours dans le club des 27 de la mort de Brian Jones. Et donc on est un peu à l'an zéro puisque Altamont a sonné un peu la fin du rêve hippie, 60s, etc. Et l'Angleterre se retrouve complètement désarmée et va voir apparaître un nouveau courant qui va donner lieu donc à ce quatrième volet qui s'appelle le glam rock. Benjamin Durand qui est là pour nous parler de ça. Bonjour Antoine. Bonjour Benjamin. En tout cas, c'est le courant qui va effectivement venir renouveler un petit peu cette période-là et être la queue de comète des 60s, parce que ce qui est intéressant avec ce mouvement-là, c'est qu'il va donner lieu il va donner l'occasion à des personnages de la même génération, toujours de la génération dans les années 40, et qui étaient présents dans les 60s, mais qui n'avaient pas eu le succès escompté, qui étaient un petit peu des misfits. Des mecs qui avaient enregistré des choses déjà, quoi. Tout à fait, mais qui n'avaient pas trouvé le succès, qui avaient un côté un petit peu bizarre, qui n'avaient pas vraiment. Les gens ne les écoutaient pas. Oui, non, et puis surtout, ils avaient une approche des choses qui n'était pas dans l'air du temps. Ouais. Et justement, l'espèce de chape de plomb qui tombe un peu sur tout le monde avec les différentes morts, avec la fin des Beatles, avec la fin du rêve hippie, avec la guerre du Vietnam qui devient de plus en plus glauque, etc. Bien sûr. En fait, ces gens-là vont venir un petit peu écrire l'épilogue des années 60. Sur des paillettes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer comme morceau qui sonne le début du premier morceau glam par excellence? Ça serait quoi? C'est une question un peu bizarre. Alors moi j'en citerai deux. Il y a deux choses à mon avis. Alors c'est assez rigolo parce que il y a un morceau qui est un groupe qui va pas vraiment animer le glam, mais qui va en donner son principe. C'est un morceau des Kinks. Parce que les Kinks, en 69-70, peuvent à nouveau aller tourner aux États-Unis, alors qu'ils étaient interdits jusqu'à ce moment-là. Parce que pour zoophilie quasiment, enfin je plaisante à moitié, mais la première tournée des Kinks se passe, on parle des Who, des Stones comme des grands chahuteurs, etc. Mais la tournée des Kinks, c'est n'importe quoi. Dave Davis baise tout ce qui bouge. La légende dit qu'il baisait même des chèvres. Enfin bon, bref. Et du coup, voilà. Ouais, mais c'est pas la raison, pas vraiment la raison principale. Tout ça n'est qu'un principe. Tout cas, n'est vraiment qu'une excuse, même si bon, les Kinks étaient un petit peu turbulents, mais tous l'étaient un petit peu. Les Kinks, du coup, ils ont raté le coche. Du coup, ils ont raté le coche. En tout cas, hein. Ils ont raté le coche, mais la principale raison est que les Kinks étaient le groupe le plus faiblement épaulé en termes de maison de disques et de management. Ouais, c'est ça. Le groupe avait un management défaillant, avait une maison de disques faible, paille, qui n'avait pas une grande envergure aux États-Unis. Et tout ce qu'a fait Sheltalmy ne s'est jamais vraiment vendu aux États-Unis, parce que quand tu prends les Who. Oui, mais Sheltalmy, il est plus là, oui. Et puis surtout, il est dans l'artistique, donc il n'a pas voix au chapitre là-dessus. Sheltalmy, il enregistre des disques. Mais bon, en tout cas, non, mais ça n'a rien à voir. Non, enfin, l'ingénierie de Sheltalmy n'a pas séduit les États-Unis d'une façon ou d'une autre. Oui, mais c'est pas ça qui est en cause là-dedans. C'est le fric. Là, je parle d'une maison de disques qui peut avoir une infrastructure pour que les disques aient une promotion aux États-Unis. Qui peut avoir une infrastructure pour que les DJ partout dans le pays puissent avoir les disques qui soient diffusés dans les radios partout localement, et pas etc. Que Est-Ouest, quoi. Voilà, c'est ça. Led Zepp qui vont réussir à faire. Led Zepp, c'est une autre époque, mais là on parle des Kinks en 64-65. Ouais, enfin là on parle du glam, mais. Non, mais je suis bien, mais on était en train d'expliquer pourquoi les Kinks n'avaient pas percé les États-Unis. C'est aussi parce qu'ils sont interdits de séjour. Hein, oui, mais c'est pour ça. Ouais. Mais ils sont interdits de séjour parce que, au bout d'un moment, les Américains, tous les professionnels du business américain de l'entertainment, ils en ont marre, ils ont vu passer les Beatles, ils ont vu passer les Animals, ils ont vu passer les Stones, ils ont vu passer Def Leppard 5, etc. Ils en ont marre si je puis me permettre de cette expression, des Anglais qui viennent faire mouiller leurs petites Américaines, alors que les Américains, ils passent un peu pour des blaireaux, quoi. Complètement. Et donc, en fait, les Kinks qui arrivent derrière tous ces groupes-là et qui sont plus vulnérables,
paye les pots cassés de tout ça et en fait l'industrie du spectacle américain veut faire un exemple avec les Kings en disant on en a marre de ces Anglais, on veut des groupes américains à la place, etc. Ouais, c'est un peu c'est une punition, quoi. c'est un peu Donald Trump avant l'heure, tu vois. Ouais, C'est un peu ça ce qui se t'as passe. raison, ouais. Et donc effectivement les Kings n'ont pas su bien le jouer, etc. Mais attends, les mecs avaient 21-22 ans quand Ouais, même, bah, donc tu m'étonnes. Puis en plus, il y avait des frères dans le groupe, alors ça, bah c'est une voilà. autre histoire, mais... Donc voilà, et c'est un peu comme ça que ça se passe. Bref, Et parenthèse donc, c'est refermée, quel morceau des Kings nous revenons qui- en 70. Lola. Voilà, Ouais. les Kings peuvent revenir aux États-Unis et ils vont le faire d'une manière fulgurante avec un morceau Prime Sautier, Lola. Ah, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire, un peu. Et Lola Enfin, qui... tu parles du single, tu parles de la chanson. Bah, hein. bien sûr. Ouais, pas Et Lola Lo- versus Power Man, ouais, enfin, Lola, enfin, aussi, mais... Et Lola qui, la chanson parle d'un narrateur, donc évidemment campé si je peux me permettre, Oui, c'est le jeu de mots travesti, par Ray Davis, qui a toujours été très très camp, donc ce terme anglais, le camp, qui est assez intraduisible en français, mais qui en gros exprime le fait pour un homme d'aimer bien faire sentir qu'il est homosexuel sans vraiment l'être. Ouais, bah, c'est... Et c'est un comportement très très anglais, c'est le comportement qui fait que les Anglais, dès qu'ils sont un peu bourrés, qu'ils font Ouais, ils ont une réussi à soirée, déguiser en fille, quoi. ils se travestissent. Ouais. CF, la pochette des Stones sur Ah, Radio c'est Senior bien, parce que, oui. Modern. Je voulais pas le dire pour pas faire... Bah, de- moi je le dis et je suis très heureux de le dire. Ouais. Et donc voilà, Ray Davis a toujours aimé un petit peu Jouer au chat et à la souris, quoi. jouer là-dessus. Et avec Lola, il y va très franco en imaginant de façon merveilleuse une histoire où il tombe amoureux d'une fille qui parle vraiment quand même beaucoup comme un garçon et qui évidemment s'avère à la fin de la chanson C'est être un travesti. C'est hyper d'actualité parce que quand tu vois les filles dans les cours d'école parler un peu comme des mecs de banlieue, enfin on retrouve ça un peu et Ray Davis, ça va déjà. Je crois que ça a toujours existé Ouais, au final, finalement, ouais. quelque part. Ouais, ouais. En tout cas, dès qu'il y a eu une notion d'adolescence, et là Ouais, on est c'est en ça. plein dans l'époque où cette notion-là naît, et Ray Davis, par la musique populaire, vient mettre ça un petit peu sur les platines de tout le monde. Et du coup, après en termes d'image, peut-être la deuxième chose qui a révolutionné l'Angleterre, c'est le Starman au Top of the Pops. Oh, c'est bien après. Oui, c'est 72. Non, mais, parce que ça, voilà, il y a Lola qui vient... on reviendra là-dessus tout à l'heure. Il y a Lola qui vient donner ce ton un petit peu, de toute façon, qui va être un petit peu l'espèce de... Décadent, quoi. Enfin, Oui, décadent, et puis l'espèce de clé du glam, c'est-à-dire l'interrogation sur l'identité ouais, sexuelle. tout à fait. Et le deuxième, donc ça, on est en 70, Ouais. et également fin 70, l'irruption totale d'un personnage qui était culte de l'underground londonien jusqu'à présent, Ouais. et qui va sur un single complètement changer son style en revenant aux sources du rock'n'roll des années 50. Bolan. C'est Mark Bolan Ouais. qui change complètement de son folk psychédélique qu'il opérait avec la première mouture de Tyrannosaurus Rex. Ouais. Et donc il réduit le nom du groupe en T-Rex. D'accord. Et il publie sous la houlette de Tony Visconti, Déjà. jeune producteur Je pense qu'on qu'on en parlera veut- de temps en temps. Hein. qui va nous donner beaucoup de bonheur à partir de ce moment-là, Ouais. Ah, ça. et qui sort ce miracle absolu, Ride a White Swan, D'accord. qui est une espèce de outtake de Eddie Cochran Version 60, ouais. surligné avec un arrangement corde derrière, Ouais. et qui fait complètement mouche, parce que tout d'un coup, Et là, on est quand? On est toujours en 70. on est fin 70. Alors, Space Oddity, qui est numéro 1 en Angleterre, c'est pas encore dans le glam? Non. Non, ouais, c'est Non, ça. non. Même si Bowie va incarner le glam après. Ah bah voilà, ça va être autre chose. Bah, mais c'est non, pour ça non. que je me permettais de. Non, parce que Bolan va vraiment redonner de l'incarnation du rock'n'roll, alors que le rock'n'roll, on avait perdu. Ouais. Vraiment, la séparation des Beatles, officialisée en 70, est vraiment vécue comme un traumatisme. Et l'espèce de relève qu'on va venir à partir de ce moment-là, c'est tout ce qui est la queue du rock progressif la queue du rock psychédélique
tournant au rock progressif. Donc en 70 arrivent des groupes comme Yes, comme Emerson Lake and Palmer, Les Pink premiers Floyd, Genesis aussi, les premiers Pink Floyd, Genesis, tout à fait. ouais. Pink Floyd séparé de Syd Barrett, mais Ouais, donc ouais. Syd Barrett out, Pink Floyd devient un espèce de truc où il se cache derrière les fumigènes, les projections, etc. Et c'est des morceaux très longs. C'est passionnant, hein. Moi j'aime beaucoup tous les disques de Pink Floyd de cette époque-là. Ouais, plus que Yes. Atom Heart Mother, So Full of Secrets, enfin So Full of Secrets, Atom Heart Mother, puis Meddle et tout ça, c'est formidable. Mais vraiment, c'est voilà, un rock très désincarné. Ouais, Il n'y a plus de singles. ouais, il n'y a plus de single. C'est vraiment le moment où c'est les albums qui font loi. Led Zeppelin est arrivé à imposer que eux, ils ne sortent que les albums, Voilà. pas de singles. Pink Floyd est un groupe qui fait pareil. Il n'y a plus personne pour sortir des singles. Ouais, Jusqu'à d'accord. ce qu'arrive, boum, Mark Bolan. Et là, ce qui est génial, c'est que Mark Bolan va en plus venir capter un nouveau public. Le public vieillissait du rock, enfin vieillissait, Ouais, mais c'est on va dire que c'était un Beatlemania public en de 20 Angleterre. ans, mais il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de musique qui était faite pour Pour les les gamines, gamins, ouais. les gamines et les gamins de adolescents. 12, 13, 14 Ouais, ans. c'est ça. Et là, Donc, Bolan arrive. Quoi. Il incarne un peu une deuxième Beatlemania, Ouais. made in 70-71. Oui, quoi. d'autant que Bolan, Et je pense que ça, c'est pas assez. On n'en parle pas souvent. À quel point Bolan. ah mais c'est C'était incroyable. une Bolan mania. C'est incroyable, parce que autre conséquence du fait de ne plus sortir de single, c'est que Top of the Pops ne produisait que de la merde. Top of the Pops, il n'avait plus d'artistes importants à sortir à ce En moment-là. tout cas, en termes de nouveautés, parce qu'à part les vieux qui produisaient leur. Même plus, il y en a plus tellement, à part les Stones Il qui passe plus. survivent à ça. D'ailleurs, Il passe plus à Top of the Pops et tout ça. Donc Top of the Enfin, Pops, si, enfin, c'est des espèces de ringards qui passent à Top of the Pops à longueur de journée, etc. T'as plus grand chose d'excitant. Et Bolan arrive là-dedans et il va, d'ailleurs, Top of the Pops va rester jusque dans les années 80, un grâce à thermomètre ça. formidable, en passant beaucoup de choses complètement mais risibles, complètement anecdotiques et vraiment pathétiques. Ouais, ouais. Et au milieu de tout ce truc-là complètement naze que les Anglais écoutaient, Paf, t'as un direct. truc qui, Ouais. les gens vont scotcher devant leur télé, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était comme en France. Et il y avait- encore, à la télé, il fallait être là au bon moment. Hein. Il n'y avait pas les rediff YouTube et tout, c'est important de le dire parce que. Oui, mais les gens savaient. Ouais, les Donc, gens savaient qu'à donc les telle gens heure il y avait regardaient. ça, oui, voilà, et on était là devant, et là, paf, T-Rex, c'est un peu à l'échelle de l'Angleterre ce qu'a représenté à Wonder Sullivan aux États-Unis ou Ed Sullivan, tu dirais presque ça ou Oui, pas oui, tout à fait, oui. Enfin, après, ça sera encore plus marqué par l'apparition de Bowie quand il fait, donc, Ça sera du même ça ordre. oui. sera Starman qui, là, révolutionne Ça encore sera une du fois, même ordre. en termes d'image et en termes de, j'allais dire déguisement, mais en termes de, comment dire, d'ambiguïté Mhm. sexuelle, c'est... Mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment le prophète initial de tout ça, c'est Bolan. C'est Bolan qui arrive. Bolan qui d'ailleurs était vraiment copain de David Bowie dans les années 60. Tous les deux, pendant le Swinging London, étaient vraiment des mods. Ouais. Bolan, Galérer ensemble, quoi. voilà, Bolan a participé à un groupe mod dont il n'était pas le leader, qui s'appelait John Children, Ouais. où il était guitariste. Ça a duré quelques temps, donc, mais il était Le vraiment meilleur dans cette, guitariste de la scène rock. Hein, mais il était vraiment dans cette espèce d'underground Notamment en live. londonien. Et Bowie et lui, oui, étaient vraiment des gens qui voulaient avoir la gloire, mais qui n'arrivaient vraiment jamais à rien. Donc du coup, ils sont un peu revanchards et ils vont déferler. Voilà, Bah, en tout cas, sur c'est assez- l'Angleterre, en tout cas, dans un premier temps, parce que Ils se- ça marche pas tellement. Bon, en tout cas, Bowie. On peut le prendre dans deux sens. Oui. Dans un sens, C'est bien le cas de le dire. C'est comme le PD comme un phoque. Hein, la voile se prend dans les deux sens. Bref. Ouais. C'est l'expression vient de Je, ça. De la je voile. fais, je fais un silence de consternation par rapport à cette pensée, mais je veux surtout dire que ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on peut y voir un côté revanche, mais aussi un côté on nous écoutait pas parce qu'on n'était pas cool à la fin des années 60, mais maintenant que le cool, on va dire le cool hippie, A été machin, assassiné. etc., est terminé. Ouais. Maintenant, notre cool peut être entendu. Ouais, mais du coup, tout le monde va s'engouffrer là-dedans et tout le monde va prendre un peu l'imagerie pour essayer, même les vieux qui étaient des années 60 vont essayer de copier un peu ça durant Ouais. les 5 années qui vont venir. Et donc, Et d'autres personnages vont apparaître d'ailleurs. Hein. ah, bah, tout à fait. Et certains Non, hauts en mais- couleur, et d'ailleurs, selon certains la, mois, mais selon la dénomination un petit peu
peut-être un petit peu condescendante, mais assez juste, que Bowie aura a posteriori. Il va y avoir un espèce de high glam Ouais, et de low glam. ouais, bien sûr. Et Ouais. donc, le low glam va être incarné par des personnalités comme Gary Glitter, qui Oui. était aussi, lui aussi un revenant. Qui vendait même des tonnes de 40. Tu Mais vas en bien brocante, sûr. il y a des Gary Glitter partout, tout le monde veut s'en Mais séparer. lui aussi était un revenant des années Et 60. The Sweet, Voilà, The oui, Sweet. tout ça, ça a vendu Et des puis tonnes de les- 45 tours, et même puis en France. Hein. et puis entre les deux, les extraordinaires Slade, Hmm. qui est un groupe venu des Midlands. Ouais, bien sûr. Et qui va enchaîner Hit sur hit, ouais. des tonnes de hits, etc. Et qui pour... Et pourtant, c'est quand même sur un modèle plus 45 tours, là, les groupes dont on parle. Tout à fait, tout Ça à revient fait. un peu à ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, il va falloir attendre l'année 72 pour que deux apparitions vraiment très très marquantes du glam et ce qu'on retient comme le high glam aujourd'hui Ouais. arrivent pour un petit peu mettre de la noblesse là-dedans. Dans un premier temps, on va déjà parler de David Bowie quand Voilà. même. Alors pourquoi Starman, pourquoi ça fait cet effet-là aux gens en Angleterre quand ça passe ce fameux clip extrait de l'album Ziggy Stardust, The Rise and the Fall, je sais jamais le dire. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Voilà. Mars. Pourquoi l'apparition de Starman marque un peu le début de l'an zéro, enfin pas l'an zéro, puisqu'on a déjà cité les Kings et T-Rex, mais pourquoi c'est aussi important et pourquoi c'est aussi marquant si un jeune gamin va taper Starman Top of the Pop 72, qu'est-ce qu'on peut donner comme clé? Ben, Bowie, après l'avoir cherché pendant très longtemps, n'oublions pas que la carrière de Bowie commence en 64, Ouais. Bowie finalement trouve son alignement des planètes. Et il va le trouver dans un premier temps grâce à Stanley Kubrick. Ouais. Ah, c'est 2001. Non, c'est pas 2001, c'est Orange Mécanique qui fait basculer les choses. Absolument, parce que David Bowie, jusque en 1971, David Bowie est sur un mode esthétique, Et pourtant, musical et putain. esthétique photogénique. Et pourtant, 3 albums, merde, Space Oddity, The Man Who Sold the World et Hunky Dory, quoi. Oui, mais qui sont complètement ignorés Ouais, à c'est l'époque. dingue, c'est dingue quand tu réécoutes, avec le recul qu'on a de nous. Enfin, ça paraît dingue que ça marche pas, mais Ouais, bon, écoute, c'est ça qui est passionnant aussi dans ce. C'est dans nos passionnant, c'est discussions. passionnant aussi que malgré ses échecs, Bowie ait persévéré. Mais effectivement, Bowie, en fait, a le déclic juste après avoir... pendant qu'il enregistre Hunky Dory, Orange Mécanique de Kubrick sort en salle et Bowie comprend avec Orange Mécanique que voilà, la culture jeune est là. L'espèce de la décadence, c'est comme ça qu'elle doit s'exprimer visuellement. Mais la jeunesse, la vraie jeunesse, hein, c'est-à-dire des gamins de 15 ans, quoi. Voilà, Ouais. voilà. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que en fait Starman, enfin Orange Mécanique a vraiment en Angleterre, on le sait, un impact incroyable. Quasi immédiat, en plus, Parce en vrai. parce que le film fait scandale, parce que tous les médias viennent dire que n'importe quel fait divers impliquant des jeunes est dû au fait qu'ils ont été traumatisés par Orange Mécanique, etc. Et fait complètement unique dans l'histoire de l'industrie du spectacle, Stanley Kubrick décide par rapport à tout ça de retirer son film d'Angleterre Ouais. au bout de, je sais plus, 4 ou 5 mois Ouais, c'est ça, d'exploitation. ouais. Et le film ne sera à nouveau autorisé à diffusion en Angleterre que dans les années 90. Ah oui, d'accord, faut se rendre compte de ça. Donc voilà, on a un objet de culte visuel qui Et est Orange interdit, donc Mécanique. du coup, ça suscite Voilà, encore et plein Bowie de- comprend complètement le truc et il va complètement changer d'apparence. Il va se couper les cheveux, finir, teindre en roux, finir par les teindre en roux et habiller tous ses musiciens et lui-même, bien sûr, un petit peu à la mode ouais. de Alex et sa bande dans Orange Mécanique. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça va donner une pléiade de parodies, puisque tout le monde s'engouffre du coup dans cette image, vu que ça marche. Je veux dire, tous les groupes anciens, bon, les Stones vont suivre évidemment. On n'est pas encore à l'époque du clip de Silver Train, mais si vous regardez Silver Train avec le costume ridicule de Jagger, etc., mais aussi, surtout, Rod Stewart, Elton John, etc., qui vont, en tout cas, pas par rapport à leur disque, à leur musique, qui reste
un truc assez. Enfin, pour Rod Stewart, ça reste quand même du rock de pub, etc. Et influencé par l'Écosse, etc. Mais en tout cas, Rod Stewart se met à se déguiser en glam. Elton John, bon, ben, lui, il y a moins d'ambiguïté parce qu'on sait ouvertement qu'il est gay. Et que... Alors, peut-être pas à l'époque, remarquez, mais en tout cas, tout le monde s'engouffre là-dessus et il y a une pléiade d'artistes anglais qui vont s'engouffrer, en tout cas dans les clips, dans les apparences télé. Et tout le monde va jouer sur cette ambiguïté sexuelle. Il y a moyen de coucher avec tout le monde, quoi. Parce que effectivement, c'est ça que le glam ramène sur le devant de la scène, c'est l'exposition médiatique, c'est le fait que en fait, on parle des gens quand ils sont un petit peu des créatures spatiales, des créatures ambiguës, on ne sait pas s'ils sont, si c'est des garçons, si c'est des filles, etc. Et, ça, et c'est vraiment trans... Genre, oui. Enfin, oui, mais c'est surtout, ça vient couvrir absolument toutes les catégories sociales en Angleterre, et on Ouais. sait combien l'Angleterre même est un... même l'Angleterre rurale, quoi. C'est ça que tu veux dire. Absolument. Ouvrière. Et j'ai le souvenir, pour le coup, d'avoir vu une exposition sur le glam rock à la Tate Gallery de Liverpool, qui montrait de façon extrêmement touchante des photos d'époque d'ouvriers du nord de l'Angleterre Ah. qui se photographiaient quand ils étaient dans leur bleu de travail, quand ils allaient au boulot, etc. Ouais, ouais. Et quand ils sortaient le soir, ils étaient maquillés avec des plateformes boots et tout ça, Ouais, machin, donc c'est parce la que c'était continuité leur... de l'Angleterre qui a toujours aimé voilà. se travestir. C'était les garçons pour rigoler. c'était leur façon de se déguisant en se fille. découvrir, de se poser des questions, de savoir quel serait leur avenir, etc. Et c'est cette chose merveilleuse que le glam a apporté. Ouais. Et donc, je parlais de Bowie comme premier acteur du high glam, arrivé en 72, mais le deuxième acteur... Monty Apple, non Non, enfin, Monty Apple va arriver après via Bowie, Oui, oui. mais l'autre élément extrêmement important à ce moment-là, ce sera Roxy Music. Ah, Roxy Music, quand même... Brian Ferry, Brian Eno. voilà, ouais. arrivée de Brian Ferry, donc quand même quelqu'un né en 45, donc qui était Bien pas, chelou. qui était quand même pas un perdreau de l'année. Vraiment étudiant d'art à Newcastle, qui a d'ailleurs reçu l'enseignement de Richard Hamilton, pour l'anecdote, l'artiste qui avait fait l'album blanc des Beatles. Ouais, tout Et à donc, fait. Qui avait fait. un complet passionné de l'esthétique de Marcel Duchamp, etc. Et qui va faire venir le rock dans l'absurde, dans le surréalisme et dans le ready-made version musique. Et pour ça, il va trouver un acolyte de génie qui est Brian Eno, etc. Avec qui ils vont finir par se fighter parce que ça ne va durer malheureusement que 2 albums, mais 2 albums magnifiques, et qui va complètement effectivement poser les bases de ce rock effectivement décadent, lorgnant sur l'art et aussi sur l'effet de dérision. Et c'est complètement fabuleux parce que ça va apporter tout cet esprit conceptuel vraiment aux masses, quoi. Ça va complètement changer la vie des gens. Et comment l'Amérique reçoit finalement cette image un peu. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, forcément, genre leur propre. Ils sont pas prêts à se poser des questions sur Aucun leur groupe propre, de glam ne va sur leur marcher. propre trou du cul, en fait. C'est ça qui est formidable. Aucun groupe et du coup, c'est finalement en Amérique les gars qui reprennent des vieux standards de Chuck Berry qui marchent, comme Creedence, etc. À cette époque-là, aux À cette États-Unis. époque-là, oui. Ouais, Mais ce qui est assez fabuleux, c'est que par contre, Bowie va aller chercher l'underground américain qui n'a pas marché aux États-Unis, qui n'a pas marché en Angleterre, et va en faire des stars en Angleterre. Ouais. Il ramène Lou Reed. Ouais. Lou Reed est venu en Angleterre pour faire son premier c'est album. glam, Voilà, dans la production. Lou Reed Bowie. est revenu en Angleterre. Son premier album en Angleterre n'a pas marché du tout. Mais d'ailleurs, personne ne le cite dans aucun 500 albums de tous les temps. Son premier, j'aimerais bien le réécouter, du coup, ça doit être génial. qui est en partie un album en fait fait de chansons du Velvet qui n'avaient pas été enregistrées, Ouais, c'est ça, et qu'il réenregistre avec des musiciens anglais, etc.
mais Bowie est fanatique du Velvet Underground Ouais. parce que son manager dans les années 60 Ouais, puisque- avait voulu sortir le Velvet en Angleterre puisque et il Bowie n'y était pas arrivé. fouillait tout le temps aussi. Et c'est effectivement, Bowie, avec Mick Ronson, Ouais. va produire Transformer. ça. Ouais. Et Walk on the White Side va être un des tubes de l'été 72 Des deux côtés de l'Atlantique. en Angleterre uniquement. Ouais. Ah oui, donc toujours pas les Américains. Va être un t'acceptent truc pas, underground. ouais. Non, Le Travelo aux États-Unis. les ça- Américains, Jamais, hein. la première réponse américaine et qui va avoir énormément d'importance C'est dans les la Dolls. suite en Angleterre, c'est les New York Ouais, Dolls, c'est bien les New sûr. York Dolls, mais c'est bien 74 déjà. 73. 73, dès 73. Et du coup, en fait, le glam meurt comment parce que finalement, il va être bientôt remplacé par notre prochain podcast. Parce que ça fait déjà 25 minutes qu'on parle du glam. Mais qu'est-ce qu'il y a encore à rajouter comme groupe qu'on aurait oublié du glam pour nos auditeurs Bah effectivement, Allez, on pourrait, écoutez ça. on pourrait citer un groupe comme Mud the Hoople, qui était Ouais, lui aussi ça, on l'a un dit, groupe ouais. un petit peu provincial, etc. Et qui va, enfin, en tout cas, banlieusard, et que Bowie va remettre au goût du jour, et qui va avoir aussi beaucoup d'influence par la suite avec le punk. Ouais, on en Euh, reparlera, ouais. Parce que leur producteur Guy Stevens sera le producteur de London Calling des Clash. Ah bah. Et Mick Jones était un gros fan de Mud the Hoople. Et évidemment, c'est Mud the Hoople qui peut-être sort le plus grand hymne Oh, de The glam, Young Dudes. Oh, The Young Dudes, Ah, écrit ouais. par Bowie quand même. Ah bah oui, et puis qu'il va reprendre après, c'est ça qui est marrant, il écrit Voilà. pour eux, et puis après il le reprend. Et puis après, bon, on va pas aller jusqu'à l'accident dramatique de voiture de Bolan qui intervient quand même quelques années plus tard, Mais, en plein punk déjà. mais Bolan va être en perte de vitesse. Ouais. Après, il y a quand même Gellyland, etc., dont les Mais Stones voilà. d'ailleurs feront un pastiche. It's Only Rock'n'Roll, le single, hein, pas Tout à l'album, fait. c'est un pastiche de Gellyland. C'est incroyable, comparer les deux chansons, vous allez voir. Les Stones veulent s'en... bah, d'ailleurs, c'est ça qui est formidable avec les Stones, c'est qu'ils ont toujours cherché à copier finalement. Ils le faisaient déjà avec les Beatles et ils le font encore avec ce single. En termes de single, en tout cas, c'est évident. Et les clips le montrent aussi. Hein. Jagger est déguisé en Bowie finalement Tout à dans fait. les 3 clips de Gotet Soup et même à par fait. la suite. Mais sinon, bah, je pense qu'on a fait un peu un beau tour là du glam, Mais tout à fait. Benjamin, je Tout à pense. fait. Hein. Bah, on vous embrasse bien fort et puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous. Si j'arrive à mettre stop, don't stop. Ah, un petit peu de piano.